Sommes d'accord? Question. Leader de l'opposition de Sa Majesté. Bonjour. Le gouvernement a présenté son budget la semaine dernière. Il prévoit une dette près de la moitié d'1 000 milliards de dollars. Et cela va coûter, les intérêts de cette dette s'élèvent à 16 milliards de dollars. C'est bien plus que ce gouvernement a prévu de dépenser pour le post-secondaire. Les jeunes font face à de dettes élevées et beaucoup de problèmes d'abordabilité et moins d'occasions. Et ça, c'est le problème de ce gouvernement. Est-ce que le Premier ministre peut expliquer pourquoi il rend la vie moins abordable pour les jeunes ontariens et ontariennes? Ministre des collèges et universités, merci. Je sais que la députée était à Winnipeg en fin de semaine dernière et je suis sûre qu'elle a parlé au leader du Manitoba concernant le ratio subvention versus prêt. Le gouvernement NPD de Colombie-Britannique a également un ratio subvention à prêt plus élevé. Mais elle choisit seulement les points qui sont alignés sur sa trame narrative. Nous, notre gouvernement, on continue d'être là pour les étudiants. On veut que le RAFEO soit viable, pas seulement pour cette génération, mais d'autres générations également. Leader de l'opposition. Les jeunes se sentent vraiment tiraillés de tous les côtés. Des dettes étudiantes hyper élevées, c'est que la dette provinciale qui s'élève demain. C'est eux qui vont devoir porter le fardeau financier de l'irresponsabilité de ce gouvernement. Une fois que ce gouvernement est parti, et c'est que le Premier ministre sera la prochaine génération qui va devoir payer les pots cassés. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne veut pas donner des bonnes occasions aux jeunes? Réponse. Ministre des collèges et universités. Je sais que le leader de l'opposition ne va pas dire aux jeunes la chose suivante, mais on vient de faire un investissement historique de 6,4 milliards de dollars dans le secteur postsecondaire, l'investissement le plus grand dans l'histoire de l'Ontario. On est là pour s'assurer que les programmes à haute priorité qui sont là pour appuyer notre économie sont financés comme il faut. 3,3 milliards de dollars vont aller dans les financements prioritaires. Autre chose qui ne sera pas mentionnée par les leaders de l'opposition, 1,7 milliard de dollars qui va ajouter 70 000 nouvelles places pour qu'il y ait accessibilité pas seulement pour aujourd'hui, mais également pour la prochaine génération. Dans le budget 2025, on avait créé 20 000 nouvelles places dans les filières scientifiques. Donc, on a pu créer plusieurs dizaines de milliers de places dans ces programmes. Et je sais que la leader de l'opposition ne va pas en parler parce qu'en plus de cela, on a augmenté les financements de 5 à 7 milliards de dollars depuis l'automne pour s'assurer qu'on continue à avoir des établissements scolaires de renommée mondiale. Question supplémentaire, leader de l'opposition. Les programmes de collège et université, ainsi que les étudiants ne pourront plus se permettre de payer tout cela à cause des choix de ce gouvernement. Ces jeunes ont déjà dû souffrir parce que la taille des classes n'a cessé de croître à cause des coupures de financement. Maintenant, il y a des coupures auprès du RAFEO. Les jeunes vont devoir également payer et précauser parce que ce gouvernement supprime des programmes et prend des décisions qui laisse de côté les jeunes. Le budget représente un choix. Alors, sacrifier le spa de luxe au centre-ville de Toronto, sacrifier ce tunnel fantaisiste en dessous de la 401, sacrifier le centre des congrès, le nouveau centre des congrès que vous voulez. Mais s'il vous plaît, investissez dans les occasions pour aider les jeunes qui en ont besoin. Est-ce que vous pouvez faire ça? Ministre des collèges et universités. Merci. Les changements apportés au RAFEO pour le ratio subvention à prêt, c'est pour la viabilité. Vous pouvez vous référer à l'auditrice générale de 2017 lorsque les libéraux ont augmenté le ratio subvention à prêt pour juste rester en pouvoir. La vérificatrice générale à l'époque avait dit que ce n'était pas viable. Mais si le leader de l'opposition veut parler d'abordabilité, eh bien parlons-en. Nous sommes le gouvernement qui a gelé les frais de scolarité en 2018. Les étudiants économisent
plus de 18 000 $ par an parce qu'on a gelé les frais de scolarité. Mais je sais que la leader de l'opposition ne va pas rappeler les gens de l'ère Ray. Mais si le NPD était au pouvoir, les frais de scolarité auraient triplé, ont été 3 fois plus élevés que le taux d'inflation. Lorsque le gouvernement de Bob Rae était au pouvoir, les frais de scolarité ont augmenté plus de 50%, soit 3 fois l'inflation. Alors, s'ils étaient au gouvernement ou si le troisième pouvoir était au gouvernement, les frais de scolarité auraient été inaudibles. Leader de l'opposition, la trame narrative de le gouvernement, ce sont les dépenses irresponsables sur des projets vanité sous ce premier ministre. C'est outrageux. Les hôpitaux éprouvent des difficultés et on en ressent les conséquences. Les hôpitaux ont été clairs sur leurs besoins et pour l'amélioration des services pour offrir les prestations de soins que les Ontariens méritent. Ils ont demandé une augmentation de financement, mais ils ne l'ont pas obtenue dans le budget. Et ils vont obtenir le financement similaire qui est là pour des salles d'urgence qui sont trop achalandées. Le statu quo ne fonctionne pas. Et il y a près de 2000 patients par jour qui subissent la médecine de couloir. Ce Premier ministre a été élu pour mettre fin à la médecine de couloir. Au Premier ministre, pourquoi est-ce qu'il y a les choses se détériorer alors qu'il est au pouvoir? Ministre de la Santé. Merci, Madame la Présidente. Augmentation de 50% dans le financement de base des hôpitaux depuis que le Premier ministre Ford est arrivé au pouvoir. Donc, cela montre que nous sommes des bons partenaires auprès de nos hôpitaux. Jeudi, on a signalé un autre investissement de 1,1 milliard de dollars aux hôpitaux. On travaille de manière étroite avec le secteur pour s'assurer que ces investissements sont dépensés pour les soins de première ligne et soins primaires. Donc, financement des hôpitaux, oui, 1,1 milliard de dollars présenté lors du budget. Donc, oui, on va dans la bonne direction. Leader de l'opposition, peut-être que la ministre n'est pas au courant, mais soins de santé, c'est centré sur les gens. Et il existe des milliers de personnes qui sont traitées dans des couloirs d'hôpitaux, bien plus que avant que ce gouvernement soit élu. Alors, question. N'y a-t-il pas près de 1000 personnes qui subissent la médecine de couloir? Ministre de la Santé. Nous avons mis en place des programmes qui n'existaient pas avant que notre gouvernement arrive au pouvoir. On a des programmes où les individus sont dans les départements d'urgence et pour qu'ils puissent prêter attention à eux et les transférer où il faut. Il y a des ambulanciers paramédicaux qui travaillent, qui traitent les patients. On offre différentes formes de traitement parce que c'est la voie à suivre. Bien sûr, 3,4 milliards de dollars pour l'expansion des soins primaires. Pourquoi est-ce que cela a un impact pour les hospitaliers? Parce que les gens se tournent vers la fournisseur de soins primaires ou équipes multidisciplinaires pour pouvoir parler aux infirmiers praticiens, nutritionnistes ou autres, au lieu de se rendre aux urgences. Voilà des exemples concrets que nous avons créés pour nous assurer que les Ontariens et Ontariennes obtiennent les services dont ils ont besoin. Question supplémentaire. Mais c'est quoi cette fantaisie? En janvier 2024, près de 2000 patients en moyenne subissaient la médecine de couloir par jour. En juin 2018, quand ce gouvernement est arrivé au pouvoir, il y en avait à peu près 1000. C'était déjà pas super. La ministre peut cacher les chiffres ou arrêter de faire le suivi des statistiques sur la médecine de couloir. Mais nous connaissons la vérité. Les gens de l'Ontario connaissent la vérité. Pourquoi est-ce que ce Premier ministre et cette ministre de la Santé nient qu'il y a davantage de personnes qui subissent la médecine de couloir que depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir? Ministre de la Santé, Madame la Présidente, on parle des programmes qu'on a mis en place, leur impact, nos partenaires hospitaliers et ce de manière positive. Et bien sûr, l'autre partie dont on n'a pas parlé, ce sont les investissements en capitaux, que ce soit à Niagara, Mississauga ou à Windsor, London. Nous investissons dans des projets de capitaux hospitaliers, 60 milliards de dollars, parce qu'on sait que la population ontarienne est vieillissante et elle s'accroît également. C'est pourquoi on a besoin des capitaux. Et
Je peux consulter les investissements effectués, qu'il s'agisse de nouveaux hospitaliers ouverts à Markdale, Westington. Voilà les investissements qui apportent une différence positive dans la vie des gens, dans leur communauté. Et on continuera de le faire parce que nous voyons les conséquences positives. Leader du troisième parti. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. On sait que la vie est bien plus difficile en Ontario de nos jours. 700 000 personnes sont sans emploi. 200 000 jeunes n'ont pas d'emploi non plus. Alors, pour toutes ces personnes, le fait qu'ils cherchent un travail et ne peuvent en trouver un, c'est vraiment triste. Donc, ils cherchent une lueur d'espoir auprès du gouvernement et n'en trouvent pas. Ils cherchent de l'espoir via un plan. 8 ans plus tard, 8 budgets plus tard, il n'y a pas de plan pour les gens qui n'ont pas de travail ici en Ontario. Alors, je vais poser la question. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne fait pas son travail et aide les 700 000 Ontariens et Ontariennes qui ont besoin d'un emploi? Député de Peterborough-Kawartha. Merci, Madame la Présidente, et merci au député de l'opposition pour sa question, parce que ça me donne l'occasion de parler des mesures que l'Ontario a mis en place. Quand on a été élu la première fois, en 2018, on s'est concentré sur l'économie, s'assurer d'agir de manière positive pour l'économie. Le PIB a augmenté de plus de 1 milliard de dollars par rapport à l'année passée et on a créé des emplois. Et si les députés d'en face veulent parler des défis, oui, on sait qu'il y en a et c'est pourquoi on veut les relever. Il y a plus d'1 million de personnes qui travaillent aujourd'hui et qui n'avaient pas d'emploi en 2018. Il y a d'autres mesures qu'on a mises en place pour que ces emplois soient en Ontario. Quand on regarde le budget, une chose pour les jeunes, le travail, avec les petites entreprises. Et Startup Plus est un très bel exemple. Tous ces jeunes entrepreneurs qui veulent commencer, démarrer l'entreprise, eh bien, contactez le SBAC parce que Startup Plus est un programme fantastique. Leader du troisième parti. Madame la Présidente, il y a 9 000 emplois manufacturiers en moins dans cette province depuis que ce gouvernement complètement déconnecté de la réalité a pris le pouvoir. 8 longues années, et tout ce qu'on a obtenu de ce Premier ministre et de ce gouvernement, ce sont des mots, des paroles. Mais il faut que je sois honnête. Le Premier ministre a créé des emplois, un record de création d'emplois, mais pas là où il faut, dans son bureau. Le budget des salaires à son bureau était de 2 millions de dollars en 2018 et maintenant cela s'élève à 8 millions de dollars. Voilà une croissance d'emplois record. Mais s'il y a 700 000 personnes qui n'ont pas d'emploi, ce n'est pas la croissance d'emploi qu'on recherche. Le train de la corruption avec ce gouvernement continue de rouler. Quand est-ce que le Premier ministre va faire son travail? Un instant, s'il vous plaît. Quand est-ce que le Premier ministre va faire son travail et aider les 700 000 emplois qui ont besoin d'un emploi? Député de Bay of Quinte. Merci, Madame la Présidente. Merci au leader intérim du troisième parti pour sa question. Parlons des programmes que nous avons mis en place pour générer des emplois viables, bien rémunérés pour les Ontariens. Regardez le programme OVIN. On a investi plus de 56 milliards de dollars pour appuyer plusieurs milliers de PME qui sont le moteur économique de notre industrie, de notre province. Ça a permis de créer des milliers d'emplois et grâce à ces mesures mises en place durant les 2 dernières années, on a attiré 68 milliards de dollars en investissements directs étrangers, créé plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Prenez le temps de consulter les résultats. On a également mis en place 230 millions de dollars pour appuyer les entreprises en Ontario et on a tiré profit des financements du secteur privé. Voilà comment on va faire croître l'économie et on ne va pas s'arrêter là. Leader du troisième parti. Peut-être qu'ils n'ont pas entendu. 9 000 emplois manufacturiers en moins par rapport à 2018. Donc, quand le Premier ministre, ou plutôt quand on l'entend dire qu'il faut arrêter le train de la corruption, encore et encore, eh bien, peut-être
qu'on n'a pas compris ce qu'il essayait de dire. Peut-être qu'il était en train de dire « arrêtez le train de la corruption afin que mes amis et moi pouvons aller sur ce train ». Voici un autre exemple. Les bureaux exécutifs sous le gouvernement Ford, 34 millions de dollars en 2018. Vous savez combien ça s'élève maintenant? 82 millions de dollars. Et si vous faites partie des 700 000 personnes qui n'ont pas d'emploi à Windsor, Sarnia, Amherst ou autres villes de cette province, quand vous voyez ces chiffres, vous vous dites « ce gouvernement n'est pas là pour moi ». Où est la lueur d'espoir? Et autre point, quand est-ce que le Premier ministre va faire son travail pour aider les 700 000 Ontariens qui ont besoin d'un emploi? Réponse. Merci. Merci au leader intérim des libéraux pour sa question. Quand vous avez un Premier ministre qui fait son travail, vous avez besoin de personnel. Votre gouvernement, sous Kathleen Wynne, vous avez juste 2 stagiaires avec un fax. C'est la différence entre nous qui faisons le travail. 210 milliards de dollars en capitaux. On bâtit des hôpitaux, des routes, des ponts. On bâtit des écoles que votre gouvernement a fermées. On attire les investissements dans cette province. On continue à faire croître notre économie et on le fait sans aucune aide des libéraux ni du NPD. Question. Oui, des chômages records, chômage chez les jeunes records. Voilà des résultats. Bon, on sait que la vie est plus difficile. On sait que c'est plus difficile de se nourrir également. Les loyers augmentent, les prix d'énergie augmentent. La vie est bien plus difficile pour les familles ontariennes. Et tout ce que ces familles demandent, c'est juste un tout petit peu d'aide. Et ce gouvernement ne l'offre pas. Ce gouvernement est déconnecté de la réalité, n'a plus aucune idée, n'a plus de motivation. Ils sont en train d'errer. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a rien dans ce budget pour aider les familles et leur budget? Député de Peterborough-Kawartha. Merci, Madame la Présidente. Merci aux députés de l'opposition qui, une fois de plus, me donnent l'opposition de prendre la parole. Nous avons reculé sur nous avons inversé la politique des prix de l'énergie mise en place par les libéraux. On a inverser les augmentations des taxes en diminuant la taxe sur carburant de 5%. Comme ça, les familles peuvent en moyenne économiser plus de 400 $ par an. On a inversé la politique de transport public et mis en place un tarif unique. Quand on regarde les mesures qu'on a implémentées, on a passé du temps à inverser les politiques désuètes mises en place par le gouvernement libéral. Et maintenant, on peut avancer grâce à nos actions. Leader du troisième parti. Eh bien, si l'autre côté pense que les prix de l'énergie ont diminué, je pense qu'on touche la racine du problème. Ces prix ont augmenté. Quand j'ai posé la question hier, le ministre a dit, quand j'ai demandé « Qu'est-ce que vous faites pour les familles ?» Il a dit on s'attaque au problème des reventes de billets. Donc, en gros, il est en train de dire on est en train de réparer les problèmes qu'on a créés. N'êtes-vous pas content? Il est clair que ce gouvernement est déconnecté de la réalité. Il parle de choses qui seraient bien d'avoir, des choses optionnelles, alors que les familles parlent de choses essentielles. Logement, nourriture, coût d'énergie. Bon. Peut-être que vous auriez pu aider pour les prix de l'énergie lors de ce budget, mais ce gouvernement n'offre pas d'aide aux particuliers. Ce gouvernement est déconnecté de la réalité, n'a plus d'idées. Et ce gouvernement ne réalise pas ce qui se passe dans la vie quotidienne des Ontariens et Ontariennes. Alors, Madame la Présidente, une fois de plus, je vais essayer une fois de plus. Pourquoi est-ce que ce budget n'offre rien pour aider les familles et leur budget? Député de Peterborough-Kawartha. Merci, Madame la Présidente. Merci au député de l'opposition pour sa question. Je ne sais pas dans quel monde il vit, mais je sais une chose. Quand on a donné un rabais de 200 $ auprès des contribuables ontariens, ils étaient contre 200 $ qui ont été remis dans la poche des Ontariens. C'était un véritable soulagement pour ces individus. Et quand on entend ce député qui m'attaque, on peut comprendre qu'ils sont embêtés de ne pas avoir pu rendre autant d'argent dans les poches des gens, comme nous, on l'a fait. Nous, on a mis en place des mesures pour rendre la vie plus abordable.
Et quand on parle de rendre la vie plus abordable pour les individus, eh bien, parlons des personnes âgées, les avantages qu'ils ont eus grâce au système de revenus annuels garantis. Plus de 100 000 personnes âgées reçoivent des prestations grâce au changement qu'on a apporté. Voilà comment on fait pour rendre de l'argent dans les poches des Ontariens moyens. Question supplémentaire. Il est clair que ce gouvernement ne comprend pas la réalité du quotidien vécu par les familles ontariennes. Ce gouvernement est déconnecté de la réalité. Ce gouvernement conservateur est complètement en train de errer. Quelles sont les priorités du gouvernement via ce budget? Eh bien, l'aéroport Billy Bishop, un centre de congrès sur une île flottante, un spa de luxe et bien sûr, il faut que je le dise, le tunnel que ce Premier ministre chérit tant. Alors, ce gouvernement conservateur n'est pas là pour s'occuper des familles. Ce gouvernement se concentre sur eux-mêmes. Ils sont déconnectés de la réalité, ils n'ont plus d'idées et ils sont là juste pour eux, pour leurs propres intérêts et leurs amis riches. Alors, je vais poser la question une dernière fois. Pourquoi ce budget ne contient pas de mesures pour aider les familles et leur budget? Réponse. Merci, Madame la Présidente. Et une fois de plus, c'est ça qui nous différencie de la philosophie libérale et la philosophie de la vraie vie. Quand on voit ce que les libéraux ont fait et les difficultés qu'ils ont créées pour les Ontariens, nous, on a tout changé. Il n'y avait pas d'investissement en Ontario. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi dans les industries, les transports, l'infrastructure. Et toutes ces choses ont augmenté notre PIB de 700 milliards de dollars à plus de 1,1 milliard de dollars. Quand on parle d'allègement pour les familles, moi, j'ai 3 enfants qui ont moins de 30 ans. Et je sais que tous les 3 veulent acheter leur propriété. Et je sais que tous mes enfants étaient contents quand on a réduit le coût des nouvelles maisons jusqu'à 130 000 $. La différence que ça va apporter pour une hypothèque, c'est 3 600 $ par mois. Passer de 3 600 $ à 2 400 $. Ça veut dire que les maisons seront plus abordables. Les gens pourront être qualifiés pour obtenir une hypothèque et acheter leur première propriété. Question. Député de Thunderbird Superior North. Merci. Le gouvernement on a été mis en garde plusieurs fois. Le manque d'accessibilité dans cette province est à un niveau de crise. Cette semaine, le tribunal des droits de la personne a rejeté 90% de ses affaires sans obtenir d'audience. Les exigences selon la loi sur l'accessibilité n'est plus. Les droits des personnes avec incapacité ne sont plus là. Quand est-ce que ce gouvernement va mettre fin à cette discrimination? Le ministre des services aux personnes aînées et de l'accessibilité. Grâce à la leadership du Premier ministre Ford, nous avons pu modifier l'accessibilité en Ontario. Nous avons investi à des taux historiques pour améliorer l'accessibilité dans les métros, aux stations GO, ainsi que 220 000 autobus qui ont été fournis aux municipalités, des millions de dollars dédiés à rendre les écoles accessibles. Cette année, nous avons amélioré les normes d'accessibilité et nous avons inclus cela dans le code de construction de l'Ontario. Réponse. Nous faisons en sorte que chaque infrastructure ou établissement puisse être en norme avec les normes d'accessibilité, quoi. Réponse de la députée. Il y a eu un échec quant à l'accessibilité offerte aux enfants, aux élèves. Et cela est clair quand on regarde la loi sur l'accessibilité. Les normes et les suggestions qui avaient été publiées en 2022 n'ont toujours pas été mises en vigueur. Un sondage a été envoyé aux parents pour essayer de créer une situation qui rend l'accessibilité une option.
Est-ce que le Premier ministre va pouvoir rendre des réponses? Le ministre des Services aux personnes aînées et de l'accessibilité. Madame la Présidente, l'Ontario est en train de remplir et même de surpasser les normes d'accessibilité. Chaque municipalité de l'Ontario a des plans d'accessibilité pour remplir les objectifs de la loi sur l'accessibilité dans leur communauté. En 2025, Madame la Présidente, nous avons travaillé avec le Conseil et 4000 organisations à travers l'Ontario. Nous avons mené 1349 audits, des évaluations et nous avons pu émettre des recommandations. Je suis sûr que la députée est contente d'entendre que les 99% des audits qui ont été menés ont démontré que les établissements en question étaient conformes aux règles d'accessibilité. C'est du jamais vu en Ontario. Merci. Député dans Valley West. Merci, Madame la Présidente. 8 années de ce gouvernement conservateur inefficace. La vie devient de plus en plus dure ici en Ontario. 700 000 personnes au chômage. 200 000 de ces 700 000 sont des jeunes. Le gouvernement ne protège pas l'Ontario. Il fait semblant de le faire. Aujourd'hui, le taux de chômage est de 7,6 %. Au début de leur mandat, le taux de chômage était de 5,9 %. Ce qui est clair, c'est que les travailleurs sous ce gouvernement sont dans une situation plus terrible. Alors, qu'est-ce qui a été proposé par ce gouvernement? Des milliards de dollars de contribuables dans le Fonds de développement de compétences qui est un échec que la vérificatrice générale a qualifié de injuste. Question pour le Premier ministre. Quand est-ce qu'il va arrêter de verser l'argent de contribuables à ses amis et de vraiment essayer d'aider les gens qui n'arrivent pas à trouver le travail? Député Beck-Quinty. Merci, Madame la Présidente, et merci à la députée pour la question. Nous continuons de trouver des façons de créer des emplois en Ontario. Nous venons de parler de ces 68 milliards de dollars qui viennent d'être versés en Ontario, attirés en Ontario, qui a créé des milliers d'emplois dans les 2 dernières années. Je me souviens que cette même députée parlait des réductions fiscales pour les PME. Eh bien, c'est ce que nous apportons dans le budget. 30% de moins d'imposition fiscale pour les PME. J'espère qu'elle va l'applaudir plus tard. Nous faisons du bon travail pour les PME. Nous aidons les petites entreprises. L'année dernière, 8 000 nouvelles entreprises ont ouvert leurs portes. Ceci représente 15 000 nouveaux emplois. Nous avons plus de 70 centres d'innovation dans la province et nous avons pu soutenir les clients en technologie pour aider la population. Nous continuons de mener l'Ontario sur le bon chemin. Nous allons protéger l'Ontario aujourd'hui et pour des générations à venir. Député dans Valley West. Madame la Présidente, parlons de la réalité. Ce gouvernement gaspille des milliards de dollars des contribuables sur ce fonds de développement de compétences. Ça ne marche pas. Regardons les chiffres. C'est des promesses ratées qui nous montrent que le taux de chômage va augmenter dans les années à venir. 60 000 emplois de moins comparé au budget 2025. Ce n'est pas un plan qui marche. Parlons maintenant des illusions du Premier ministre en parlant de la G7 et de la position d'Ontario. À la fin de l'année 2025, le taux de chômage en Ontario était 2 points plus élevé que la pire économie de la G7. Question pour le Premier ministre, quand est-ce qu'il va faire face à ces actions et s'admettre à lui-même que son plan ne marche pas? Le ministre du Travail. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, je peux vous parler de ces chiffres. Il y a aujourd'hui des mécaniques avec nous qui travaillent dans les rétablissements des hôpitaux comme dans ma circonscription. Ils sont là aujourd'hui. Essayez d'expliquer à ces personnes que ce plan ne marche pas. Ce plan permet la construction d'hôpitaux, de nouveaux réseaux de transport en commun. Et cela permet à des femmes et à des hommes de trouver du travail.
C'est un raccord clé. Sous les libéraux, il y avait une situation désastreuse en question santé, question infrastructure, mais grâce à ce gouvernement, nous allons continuer de construire des maisons de soins de longue durée, des hôpitaux. Ils n'ont rien fait en question mise en chantier parce qu'ils ont toujours voté contre les mêmes mesures qui ont permis de créer des emplois dans cette province. Question. Député Renfrew, Miss-Millen-Pembroke. Merci, Madame la Présidente. Question pour le ministre du Transport. Pendant plus de 10 ans, les résidents du nord de l'Ontario ont utilisé les routes ferroviaires. Il y a eu le gouvernement libéral qui a annulé le Northlander en 2012. Ça a eu des répercussions sur l'offre et la demande de la chaîne d'approvisionnement. Les communautés autochtones et isolées ont été répercutées par cette décision. Notre gouvernement s'est engagé à remettre sur ligne ce train pour le nord de l'Ontario. Est-ce que le ministre pourrait nous mettre à jour sur ce dossier, les opportunités, les occasions qui sont créées pour les gens du nord? Le député Hastings, Lennox et Addington. Merci, Madame la Présidente, et merci à mon ami, le député Renfrew, Nipissing, Pembroke, pour cette question. Nous faisons des choses différemment comparé au gouvernement précédent. Nous sommes chefs de file pour offrir des services à la population du nord de l'Ontario. Le Northlander va ouvrir ses portes en l'été prochain. C'est pas l'hiver, mais bon. Il y a actuellement des discussions pour la planification des services supplémentaires qui vont être mis sur ligne. Le couloir a été acquéri par l'entreprise qui gère le Northlander. Ceci va permettre de créer plus d'emplois, ça va stimuler l'économie régionale et ça va être des bonnes choses pour les communautés qui se trouvent tout au long de la route ferroviaire. Madame la Présidente, nous avons promis de le faire, nous allons le faire. Député Renfrew, Nipissing, Pembroke. Merci et merci au député adjoint pour cette réponse. La remise sur ligne de la Northlander, c'est quelque chose qui va permettre de stimuler l'économie, mais c'est aussi quelque chose de vital pour les communautés qui se trouvent sur cette route ferrée, sur cette voie ferrée. C'est pour cela qu'il est nécessaire de remettre sur ligne cette voie ferrée pour permettre aux communautés isolées d'en tirer profit. Notre gouvernement a parlé de ce projet pilote le mois dernier. Est-ce que le ministre pourrait nous parler de ce projet pilote qui va permettre aux communautés d'avoir accès à ce service et nous parler des répercussions, des retombées économiques pour le nord de l'Ontario? Merci, Madame la Présidente, et merci aux députés de me laisser tenir un discours sur ce dossier. Il a raison. Il est nécessaire d'attirer les gens vers le Northlander quand il est remis en ligne. Nous allons créer les normes pour les conducteurs et pour le Northlander pour permettre aux communautés d'en tirer profit. Nous avons les droits sur le couloir de transport et nous voulons toujours utiliser d'une manière plus efficace chaque dollar provenant des contribuables. Nous allons permettre cette croissance partout dans le Nord. Les libéraux ont annulé ce service de voie ferrée sans y réfléchir. Nous avons un vrai plan parce que le Nord de l'Ontario mérite ces genres de services. Député Parkdale High Park. Merci, Madame la Présidente. Les enfants comme Nico ont attendu plus de 5 ans sur la liste d'arriérés de programmes d'autisme de l'Ontario. Des services banals, des services de base pour leur apprendre à parler, à communiquer. Les parents comme Nadine attendent toujours que leur enfant puisse prononcer leurs premiers mots. Il y a des manques dans nos salles de classe. Il n'y a pas assez de services d'appui auprès des étudiants en éducation spécialisée. Ceci crée des retards dans l'éducation de chacun et chacune des élèves. Aujourd'hui, des milliers d'élèves sont toujours sur cette ligne d'attente. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'a pas investi assez pour permettre de réduire ces arriérés en matière d'éducation? Le ministre des Enfants de la Communauté et des Services sociaux. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais remercier la députée pour la question.
je ne suis pas sûr que la NPD a pu même encore lire le budget. Il y a eu des investissements historiques annoncés dans le programme d'autisme de l'Ontario. Le financement de ce programme a été augmenté de 222% depuis l'arrivée de ce gouvernement au pouvoir en 2018, y compris un investissement supplémentaire de 186 millions de dollars. Merci au président du Conseil du Trésor, le ministre des Finances et le Premier ministre d'avoir toujours appuyé ce programme nécessaire, vital pour améliorer la réussite de chacun et chacune des élèves de l'Ontario. Le leader de l'opposition, la chef de l'opposition a dit qu'il y a des problèmes avec ce budget. Je suis d'accord. Il faut actuellement comprendre que depuis 2019, ils ont voté contre les investissements pour améliorer la situation dans ce domaine et ils ont voté contre en 2024 aussi. Et j'espère que cette fois-ci, ils vont voter pour le vrai changement. Réponse de la députée. Écoutez, il faut prendre des choix dans ce budget, mais ce gouvernement ne fait rien. Ce gouvernement n'investit pas assez pour aider ses élèves et ses enfants qui ont besoin d'aide. Ils attendent l'accès à l'aide. Et c'est un système qui est rempli de formalités administratives. Ça coûte cher. Ça prend longtemps. Et les familles n'ont pas accès à ces services pour aider leurs enfants. Les services sont délocalisés et les enfants n'ont pas accès à ces services. Il faut en faire plus pour aider à soigner ces blessures. Est-ce que le ministre va s'engager à réduire les formalités administratives pour permettre à chaque tribunal, ou plutôt à chaque fournisseur de soins de santé, d'avoir accès à cet argent directement? Minister of Children, Community. Ministre des Enfants, de la Communauté, des Services sociaux. Merci. Merci, Madame la Présidente, et merci à la députée honorable pour cette question. Les NPD, ils savent tout. Ce n'est pas les familles. Écoutez, le programme mentionné par la NPD, laissez-moi vous dire, a été développé par la communauté d'autistes de l'Ontario. C'est ce programme qu'ils sont en train de déchirer. Ce programme a été développé par des experts, par des membres de la famille qui ont des enfants autistes. Mais bien sûr, les NPD savent bien tout. Ce programme, selon eux, ils l'ont développé eux-mêmes. Si la députée dit la vérité, elle saurait que j'ai déjà parlé aux familles, que j'ai déjà parlé des barrages, les barrières qui minent à l'entrée à ces enfants d'aller à l'école, Madame la Présidente. Comme je l'ai dit avant, et je vais continuer de le dire, nous allons continuer de soutenir ces programmes essentiels avec ou sans l'appui des NPD. Député Nepean. Merci, Madame la Présidente. La semaine dernière, écoutez, c'est la question pour le Premier ministre. La semaine dernière, le gouvernement a déposé ce budget, soi-disant, qui allait protéger l'Ontario. Mais il n'y a rien pour protéger les élèves. En fin de semaine, le collège de George Brown va annoncer 50 licenciés. 50 personnes licenciées. Les taux d'étudiants admis sont réduits de 30% et cela est un fléau partout dans la province. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les cursus sont encore en train d'être annulés? Parce que le gouvernement continue de ne pas investir assez dans les collèges et universités. Les coupures à la RAFEO qui font en sorte que les étudiants doivent endosser plus des frais de scolarité. Pourquoi, après 8 ans, ce gouvernement prétend essayer de protéger l'Ontario tout en rendant la vie impossible pour les élèves de l'Ontario? Le ministre des collèges et de l'université. Merci, Madame la Présidente. Le gouvernement vient de parler de ces taux d'inscription de 30% de moins. Eh bien, je ne suis pas sûr s'il veut garder des salles de cours vides, mais bon. C'est de leur côté qu'il y a eu des coupures à la RAFEO qui a cassé le système. La réalité, c'est que nous avons réparé la RAFEO. En 2017, la vérificatrice générale a été claire que ce gouvernement libéral désespéré a décidé de tenir de pouvoir en augmentant les taux
de bourses dans la RAFEO. Ces chiffres ne sont pas en ligne avec les autres instances de l'Ontario. Nous avons décidé de rectifier cela et de retourner vers des taux en ligne avec les autres instances et avec les mêmes taux que recommandés par le gouvernement fédéral. Je sais que le député est souvent sur TikTok à parler au Premier ministre du Canada, mais je peux vous dire que ces genres de mesures ont décimé le système éducatif dans les universités partout au Canada. Question supplémentaire. Je suis content d'entendre que le ministre s'est abonné à moi sur TikTok. C'est une bonne façon de communiquer. Vous avez parlé de la RAFEO qui n'est pas durable et c'est pour ça que vous avez proposé de réduire les bourses. Vous allez vous allez miner à la réussite des élèves en ce qui concerne le pourvoi d'emploi. Laissez-moi vous parler de quelqu'un à Nepean qui est au lycée, en école secondaire actuellement, qui veut devenir une psychothérapeute, mais avec les coupures à la RAFEO, elle ne sait pas quoi faire. Va-t-elle endosser plus de ses frais de scolarité ou est-ce qu'elle va continuer à travailler en tant que serveuse à Milestone? C'est la réalité de chaque élève de l'Ontario à cause de ces coupures directement apportées par ce gouvernement dans le secteur éducatif. Comment est-ce que ce gouvernement estime essayer de protéger les élèves de l'Ontario alors que vous essayez de couper l'accès à ces formations dont ils ont besoin, le ministre des collèges et de l'université? Voilà, ça c'est la mathématique des libéraux. La coupure à la RAFEO, des investissements de 6,4 milliards de dollars que les libéraux qualifient de coupure. Nous avons une ratio emprunt-bourse qui est beaucoup plus généreuse que ce qui a été proposé par les libéraux et mis en œuvre par les libéraux pendant leur gouvernement. Ils ont créé cette ratio qui n'est pas durable. La vérificatrice générale a parlé du fait qu'ils étaient désespérés et voulaient garder le pouvoir. Nous allons faire en sorte de protéger la RAFEO pour la durabilité, non seulement d'aujourd'hui, des élèves d'aujourd'hui, mais de demain. Notre gouvernement se concentre sur l'abordabilité. La première année au pouvoir, nous avons coupé la RAFEO, nous avons créé ce gel pour permettre de revenir à ces taux de 12%. Nous avons gelé le système depuis 2018. Question, député Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. Question pour le procureur général. En tant qu'ancienne travailleuse de nouveaux arrivés, je suis contente d'être membre de cette province où il y a la liberté d'expression et la liberté de pratique de religion. C'est pour ça que, au sujet de la clause non-obstante dans le projet 121 au Québec, qui a été entendu devant le tribunal des droits humains, crée une situation terrible. Les gens qui n'ont pas le droit de porter leur kippa, leur hijab ou d'autres insignes religieux créent des situations terrifiantes pour les gens. Le Premier ministre veut se doter des droits d'interdire ce qu'il veut quand il le veut. Ces genres d'attaques contre les minorités n'ont aucune place dans ce gouvernement ou dans cette province. Comment est-ce que ce gouvernement peut se tenir debout auprès de nos communautés sikhes et religieuses en disant que vous êtes des défenseurs de la liberté d'expression alors que vous agissez dans le sens contraire? Le procureur général, merci beaucoup à la députée de Kitchener Centre pour cette question. Dans nos dépositions auprès des tribunaux, nous avons été clairs que nous ne soutenons pas le projet de loi 121 au Québec. Mais il faut respecter l'histoire de la Charte des droits et des libertés de la personne qui a permis à chaque personne d'avoir les droits d'être unique. C'est l'une des choses qui rend ce pays et cette province unique. Bon, je sais que les libéraux, les NPD, ils vont utiliser ces genres de tactiques, mais je ne savais pas aussi que les Verts aussi allaient vendre l'instance ou la compétence ontarienne auprès du palier fédéral. Je pense qu'ils essayent de suggérer de ne pas protéger le champ de compétences ontarien. Il faut toujours rappeler au gouvernement fédéral que nous avons des droits et que nous pouvons utiliser la clause non-obstante quand nécessaire. Député Kitchener Centre. Question pour le procureur général. Vous êtes en train de vendre des belles paroles
en essayant de vendre l'utilisation du clause non-obstante, mais en fait, vous soutenez, il soutient plutôt le projet de loi 121 et que vous avez le droit de violer les droits des gens de la charte, violer les droits prescrits par la charte, conformément à la charte des droits de la personne. Ils essayent de se donner le pouvoir d'interrompre l'accès aux droits de chaque personne quand ils le veulent, comme avec les droits anti-grève. Il faut que ce gouvernement se tienne du côté de l'association de la communauté sikh et d'autres organisations comme elle, qui sont contre le projet de loi 121. Question encore une fois, comment est-ce que vous pouvez vous regarder dans le miroir alors que vous faites face à ces communautés en leur mentant, en leur vendant des mensonges? Le procureur général, écoutez, je peux tenir un discours toute la journée. La charte inclut la clause non-obstante et donc ce n'est pas une violation de la charte de l'utiliser. Ça a été prescrit pour pouvoir le faire. Je ne suis pas sûr si c'est une question qui importe pour le public. Je pense que le public préférerait parler de ces 58 millions de dollars qui ont été versés dans les communautés pour lutter contre les crimes de haine. Crimes haineux. Nous n'avons rien à tirer de la part de ces partis qui n'ont pas agi de la même manière ou d'individus qui suggèrent qu'il faudrait nous tenir debout alors que nous le faisons déjà, Madame la Présidente. Nous avons investi, nous allons continuer de le faire. Question, the member for Wellington, Halton. Député Wellington, Halton Hills. Merci, Madame la Présidente. Question pour le ministre des Affaires municipales et du Logement. Cher ministre, à travers l'Ontario, les familles travaillent dur pour se permettre un logement, pour s'acheter un logement. Mais actuellement, le nombre de logements continue d'être faible. Dans ma circonscription, il y a des personnes qui répètent la même chose. Ça prend trop longtemps et ça coûte trop cher pour construire une maison en Ontario. Et ces coûts sont endossés par les familles qui cherchent à acheter la maison. L'augmentation de l'offre est l'une des mesures essentielles pour améliorer l'abordabilité. Est-ce que le ministre pourrait nous parler des mesures qui vont être mises sur table qui ont été mises sur table par le gouvernement pour permettre à chaque famille de se permettre un logement? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, Madame la Présidente, et merci aux députés de Halton Hills, Wellington pour la question. Je vais la répondre. Comme le député de Carleton l'a dit, et vous aussi vous l'avez dit dans la question, ça prend trop longtemps et ça coûte trop cher pour construire en Ontario. Nous allons changer la donne. Parlons-y. Projet de loi 70, projet de loi 98... Maintenant, on va changer la façon par laquelle les logements sont construits. Cela va modifier les codes de construction, permettre d'annuler les genres d'évaluations qui n'ont aucun sens pour avoir plus de mise en chantier. La semaine dernière, il y a eu des changements transformatrices. Nous avons proposé de mettre fin à la TVH sur l'achat de nouvelles maisons. Nous allons réduire les frais de réaménagement. Nous allons réduire les temps de construction et le coût de chaque mise en chantier. Nous allons continuer de le faire, Madame la Présidente. Député Wellington Halton Hills, merci. Merci au ministre d'avoir partagé des bonnes nouvelles. Écoutez, le temps, c'est de l'argent quand il s'agit de la construction de logements. Les évaluations trop longues qui mettent des bâtons dans les roues de ces projets augmentent les frais. Il y a déjà eu des projets de loi déposés pour améliorer ou pour réduire la formalité administrative. Est-ce que le ministre pourrait parler d'autres mesures qui ont été apportées pour rendre la construction de logements plus efficace? Député Thornhill. Merci, Madame la Présidente. Le député Wellington Halton Hills a 100% d'accord, à 100% raison. Les coûts doivent être réduits. C'est pour ça que notre gouvernement travaille sur la réduction des temps d'attente et des frais associés à chaque mise en chantier. Nous avons travaillé sur cela sur le projet de loi 17 et 60
ainsi que nous avons apporté d'autres changements pour expédier les temps d'attente. Comme le député l'a dit, nous voulons lutter contre la mauvaise utilisation des sites et nous voulons aussi en faire plus. Grâce au projet de loi déposé par le ministre des Affaires municipales et du Logement, qu'il a déposé hier, nous allons travailler sur cet même objectif. Nous voulons réduire le temps d'attente entre le dépôt de demande et la mise en chantier pour permettre aux gens d'emménager plus vite. C'est un plan qui va soutenir et appuyer les logements, soutenir la création de plus d'emplois dans la province et rendre plus abordable la construction de logements en Ontario. Député Toronto Centre. Merci, Madame la Présidente. 700 000 emplois perdus. Nolan, dans ma circonscription, a perdu son emploi l'année dernière. Il a passé 30 entretiens, mais il n'arrive pas à trouver un nouvel emploi. Il a 2 enfants et sa femme appuie la famille toute seule. Nolan veut voir des investissements en matière d'emploi de la part de ce gouvernement, mais il ne sait que rien n'arrivera. Ça fait 8 années que le gouvernement ne fait rien. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne veut pas admettre que c'est un désastre et que rien n'a marché jusqu'à présent? Député Bear Quinte. Merci, Madame la Présidente, et merci pour la question. Ce n'est pas la vérité. Nous avons créé 1 million d'emplois depuis notre arrivée au pouvoir. 50 000 emplois dans le dernier trimestre fiscal. 68 milliards de dollars investis, des milliers d'emplois créés. Et dans ce budget, nous avons aussi investi à travers un nouveau fonds. Nous avons investi pour permettre de stimuler l'économie, d'attirer plus d'employeurs en Ontario et de permettre aux personnes d'avoir des bons salaires ici en Ontario. C'est quelque chose de très pertinent parce que nous avons compris que la propriété intellectuelle qui provient de nos instituts financés par le public, nos collèges, nos centres de recherche et nos universités sont envoyés aux États-Unis à cause du manque de processus pour les défendre. C'est pour cela que nous allons les défendre aujourd'hui avec ce nouveau organisme. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je pense que ceci est une insulte envers Nolan. Quelqu'un d'autre, un autre commettant, Cannon, dans ma circonscription, qui est récemment diplômé avec un doctorat en en une matière de la science. Et il n'arrive pas à trouver un emploi. Il est démoralisé. Il n'est pas payé à une rémunération juste. Le Premier ministre continue de fermer les yeux sur la réussite de ces personnes. Comment est-ce que nous allons pouvoir aider ces personnes en construisant des spas luxueuses provenant d'Autriche ou des roues ferrées? Comment est-ce que cela va aider les gens comme Nolan qui essayent de joindre les deux bouts? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis ravi d'entendre ces inquiétudes concernant la création d'emplois parce que cela n'est pas apparent au niveau de votre rapport de vote. Quels sont les millions de dollars qui sont assignés concernant les financements pour les emplois qualifiés et l'autre? Dans ces cas-là, vous vous asseyez, je me demande si vous êtes vraiment à l'aise au niveau des présidents, puisque j'ai l'impression que vous ne savez pas défendre quoi que ce soit. Avec ce budget, nous avons l'opportunité de créer des emplois, d'attirer des personnes pour travailler, de continuer à financer nos institutions récentes et de faire répercuter ces investissements à l'avenir. Il y a des 60 jobs à Sudbury, d'autres à Brampton. On a ajouté 8 millions de dollars. Ce sont des emplois qualifiés qui sont durables et nous voulons nous assurer que les personnes en Ontario puissent avoir à manger, qu'ils puissent payer leurs factures et c'est ce en quoi mon parti croit. Député d'Ajax. Merci, Madame la Présidente. Quand je parle aux personnes dans ma circonscription, ils sont inquiets d'avoir un peu d'argent
qu'il leur reste à la fin du mois. Ils s'inquiètent des impôts fonciers, des politiques du gouvernement. Ils sont inquiets du coût de la nourriture et de l'épicerie. Avec ce budget, nous devrions aider les familles, mais il n'y a rien de nouveau pour les personnes qui ont été licenciées, rien pour la TVH et l'électricité. Ce qu'ils voient, c'est un gouvernement conservateur avec des frais pour le bureau du Premier ministre les plus importants au niveau historique, alors que les familles sont laissées à la traîne. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi les gens devraient payer plus pour recevoir moins? Merci, Madame la Présidente, dit l'assistant parlementaire au ministre des Finances. Les gens devraient payer moins d'impôts et de taxes. Les personnes dans la circonscription d'Ajax, je suis sûr, en retirent des avantages, puisqu'ils n'ont pas le péage maintenant sur la 407 Est, par exemple, et ailleurs. Je suis certain que les personnes dans sa circonscription sont ravies qu'ils puissent épargner plus de 400 $ au niveau du carburant. Je suis certain que les personnes à Ajax ont reçu une remise de 280 $ de la part du gouvernement qui leur rend leur propre argent. Ce sont des concepts qui sont étrangers aux libéraux. La seule fois où ils mettent la main dans la poche, c'est quand il fait moins 40. Député d'Ajax. Merci, Madame la Présidente. Cette réponse était plutôt intéressante puisque c'est le gouvernement qui est allé piocher dans la poche des gens pour leur rendre leur argent. Mais voici ce que le gouvernement aurait pu faire s'ils étaient à l'écoute des libéraux. Ils auraient pu réduire les impôts tels que le Premier ministre a promis il y a 8 ans. Ils auraient pu réduire la TVH aussi concernant l'hydro et d'autres. Ils auraient pu améliorer les services qui sont financés par les contribuables ou qu'ils pourraient gérer par exemple l'argent responsable. La dette est de 28 000 $, ce qui est à peu près la moitié du salaire, qui est à 64 %, qui a augmenté légèrement. Mais les salaires dans le bureau du Premier ministre ont augmenté de 11 %. Les jeunes ont du mal à trouver du travail. Les licenciements sont de mise partout dans la province et les familles prennent du retard. Le gouvernement, tout le monde est fatigué. Ils n'ont plus d'idées ici. Et ils regardent leurs propres intérêts. Quand est-ce que le gouvernement va commencer à gérer l'argent de façon responsable? Député de Kawartha. Pour les personnes qui vivent à Ajax, le gouvernement de l'Ontario a investi pour des résidences de soins de longue durée pour desservir les personnes d'Ajax et elles seront construites là-bas. Voici un investissement pour le peuple. Je voudrais signaler que le député de l'autre côté a voté contre ceci dans le budget. Quand nous parlons des investissements en Ontario par le gouvernement, nous parlons de ce qui va faire une différence importante et positive, la création d'emplois, les coups de pouce à l'économie. Nous avons créé plus de 8 000 emplois par rapport à 2018 quand nous avons été élus. Il y avait des politiques désastreuses de la part des libéraux et nous avons dû redresser la barre concernant, par exemple, les autocollants des plaques d'immatriculation. Nous avons épargné des milliers de dollars, 120 $ par an. Et il y a des députés dans cette circonscription qui ont retiré les avantages de telles politiques. Député d'Essex. Merci, Madame la Présidente. Ma question va au ministre adjoint des petites entreprises. Les petites entreprises sont le squelette de notre économie. Ils représentent 98 % des entreprises en Ontario à peu près. En fait, ces petites entreprises et les entrepreneurs génèrent 3,5 millions d'emplois dans notre province. Ils travaillent dur, jour et nuit, afin de desservir les communautés locales. Ils donnent aux agences caritatives et ils mentionnent différentes idées et apportent des ressources à l'économie. L'économie, l'incertitude économique internationale plutôt, ont déplacé les fardeaux qui sont lourds sur les épaules de ces entrepreneurs. Est-ce que le ministre adjoint pourrait nous faire part de la façon dont notre gouvernement aide les propriétaires de petites
entreprises et commerces afin qu'ils restent concurrentiels malgré le climat économique actuel. Ministre adjoint des petites entreprises. Merci, Madame la Présidente, et merci au député d'Essex pour sa question et pour sa défense des intérêts dans sa circonscription des petits propriétaires. Les petites entreprises et les entrepreneurs sont vraiment l'épine dorsale et la fondation de notre économie. Cependant, ils font face aux coûts accrus et aux pressions dues aux tarifs commerciaux. Nous allons réduire de 30% le contenu. Cela veut dire plus de 5 000 $ d'épargne pour les propriétaires de petites entreprises chaque année afin qu'ils puissent réinvestir dans leur entreprise et qu'ils puissent embaucher des personnes et participer à une économie croissante. Nous voulons nous assurer que les SME restent concurrentielles, qu'elles puissent créer des emplois et qu'elles nous permettent d'être plus résilients en Ontario d'un point de vue économique. Merci à la ministre pour sa réponse et pour nous faire part des actions importantes qui sont mises en place pour appuyer les SME. Avec le budget de 2026, nous savons que d'appuyer la croissance des petites entreprises est essentiel pour débloquer des emplois et pour renforcer une économie. Les propriétaires d'entreprises sont inquiets de l'avenir étant donné les coûts inflationnistes et les barrières tarifaires. Il est important que le gouvernement soit là pour eux et qu'ils comprennent la réalité auquel ils font face sur le terrain. Est-ce que la ministre adjointe pourrait nous faire savoir quelles sont les actions prises par son gouvernement pour appuyer les SME dans ma circonscription de Essex et partout en Ontario? La ministre adjointe, merci encore pour cette question. Depuis que nous avons été élus, notre premier ministre s'est élevé pour les petites entreprises. Il a mis en place les bonnes conditions afin que ces entrepreneurs restent concurrentiels. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous avons réduit la taxe sur le gaz de 5,7%. Nous avons réduit la charge administrative de 1,2 milliard de dollars et nous avons réduit ensuite la taxe du carbone. Nous nous sommes battus jusqu'à ce qu'elle soit éliminée. Le taux d'imposition pour les petites entreprises a été réduit de 38%, 2,5% à 3,5%. C'est ce gouvernement et ce premier ministre qui n'a jamais élevé les impôts, qui n'en a pas rajouté sur le dos des Ontariens et des petites entreprises. Le ministre de la Santé des universités, je voudrais corriger ce que j'ai dit en réponse aux députés. C'est en fait les libéraux qui ont augmenté les investissements